Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la toute dernière édition de ce journal pour la semaine. En titre de ce vendredi 26 juin 2026, des juristes et universitaires expriment leurs préoccupations concernant le processus électoral en cours à l'occasion d'une journée de réflexion organisée ce vendredi par le Bureau de consultation et de recherche en logistique, la tenue simultanée du référendum constitutionnel et du premier tour des scrutins figurent parmi les principaux points soulevés. Après la décision rendue jeudi par la Cour suprême des États-Unis, l'expert en droit migratoire Friendly Denis Julien appelle à la vigilance. S'il rappelle que certains recours demeurent possibles, il souligne les risques d'expulsion massive pour plusieurs ressortissants haïtiens. Également à la une, l'unité hydrométéorologique met en garde contre une vague de chaleur qui affecte plusieurs régions d'Haïti jusqu'au 27 juin. Les autorités recommandent à la population d'adopter des mesures de prévention afin de limiter les risques liés aux fortes températures. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le Bureau de consultation et de recherche en logistique a organisé ce vendredi 26 juin une journée de réflexion consacrée à la gouvernance publique, à la réforme constitutionnelle et au processus électoral. L'événement a réuni des dizaines de professionnels du droit et universitaires afin d'analyser le cadre juridique des prochaines élections dans le contexte de crise actuelle. Selon plusieurs juristes, d'importants problèmes de fond demeurent préoccupants dans le processus électoral, notamment la tenue du référendum constitutionnel lors du premier tour des scrutins. D'après ces hommes de loi, une telle démarche soulève des enjeux majeurs susceptibles de bouleverser l'ordre institutionnel et de fragiliser la légitimité des élus. Suivez ce compte-rendu de Guerbijan. Dans quel cadre juridique et institutionnel les élections promues par le gouvernement doivent-elles être organisées ? Voilà l'interrogation à laquelle tentaient de répondre des professionnels du droit ce vendredi, sous la direction du Bureau de consultation de recherche en logistique, BUCREL. À la tête de cette structure, l'ex-ministre de la Justice, Maître Carlos Hercule, se dit sensible aux enjeux juridiques qui minent le processus électoral en cours. Il cherche ainsi à dégager des pistes de solutions par l'intermédiaire de chercheurs dans le domaine. Les enjeux qui nous réunissent appellent un véritable exercice de réflexion collectif. L'histoire institutionnelle d'Haïti nous rappelle que les périodes de transition sont toujours des moments décisifs. Elle invite les responsables publics, les universitaires, les acteurs politiques et les citoyens à réfléchir aux institutions qu'ils souhaitent construire et aux mécanismes les plus aptes à assurer leur stabilité, leur pérennité et surtout leur efficacité. Nombreux sont les problèmes identifiés dans le processus électoral selon les techniciens du droit. Maître Sonnet Saint-Louis pointe par exemple la réforme constitutionnelle envisagée par le gouvernement qui, selon lui, ne constitue en aucun cas un facteur de solution in fine. Il estime en revanche que le problème de la Constitution demeure dans son application. Une Constitution, même techniquement bien élaborée en Haïti, ne sera jamais appliquée. Parce que les élites haïtiennes entretiennent un rapport difficile au droit et à la loi. Même celle qu'on veut imposer aujourd'hui ne sera jamais appliquée. Parce que tout simplement, le respect de la loi, c'est d'abord une question d'éducation. La tenue du référendum lors du premier tour des scrutins a agité les échanges. Cette disposition a été prévue par le pacte de gouvernance pour la stabilité, signé par le gouvernement et une frange de la classe politique. Et Nex Jean-Charles, ex-président du comité de pilotage de la réforme constitutionnelle, estime problématique le mécanisme envisagé pour sortir de la crise. Selon lui, les acteurs ne peuvent être élus sous la Constitution de 1987, puis exercer leur mandat sous une nouvelle loi mère. Il y a un choix à faire. C'est de retourner à l'ordre constitutionnel établi. Cela veut dire retourner à la Constitution de 1987 complètement, organiser les élections
conformément à la Constitution de 1987, et les nouveaux élus se chargeront de traiter de la question constitutionnelle. Ou bien, si nous nous engageons dans un processus d'adoption d'une autre constitution, ce moment-là, il faudra dégager les consensus nécessaires autour de la question, adopter la nouvelle constitution par voie référendaire et ensuite organiser des élections générales en fonction de cette nouvelle constitution. Pour Patrick Saint-Hilaire, ex-président du CEP, l'institution a tenté du mieux qu'il pouvait de rester à l'écart des batailles politiques dans le contexte extra-constitutionnel actuel. Le CEP cherche habilement à se tenir à l'écart parce que consensus dynamique doit être dégagé entre les acteurs politiques et les acteurs de la société civile. Les techniciens du droit invitent les autorités à faire le diagnostic réel de la loi mère et à relever les enjeux électoraux afin d'éviter une nouvelle crise post-électorale. Le dernier décret électoral adopté en Conseil des ministres constitue une entrave à la consolidation de l'état de droit en Haïti, selon l'avocat Marc Sonny-Charles. Cette décision ne relève pas des attributions du Conseil des ministres au regard des dispositions de la Constitution, notamment de l'article 191, qui encadre l'adoption de la loi électorale en l'absence d'un conseil électoral constitué. Selon Maître Marc Sonny-Charles, seul le conseil électoral est compétent pour élaborer et adopter des projets de textes électoraux avant de les soumettre à l'exécutif par les suites nécessaires. Les propos de Maître Marc Sonny-Charles. L'IPA n'a attribution Conseil des ministres conformément à la loi PIA pour que c'est lui qui a adopté la loi électorale là et que après pour lui soumettre lui à Conseil électoral là. D'après article 191 Constitution 29 mars 1987 là, et le nous lit article 289 même Constitution ça, nous est que c'est institution électorale là, c'est Conseil électoral là, qui a compétence pour que lui adopter projet de loi électorale et pour lui soumettre lui à l'exécutif pour les suites nécessaires. C'est ça la Constitution dit. La Constitution pas bail pouvoir exécutif la faculté ça pour que c'est lui qui adopte projet de loi électorale, pour que c'est lui qui adopte décret électoral et que pour le soumettre lui à l'institution électorale. Non, là ça fait comme ça, nous-mêmes qui bataille pour que l'état de droit arrive à réaliser en Haïti, nous disons ça constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit. Parce que non état de droit, c'est la loi qui doit boussole, moun qui a pouvoir dans l'État n'est pas qu'à fonctionner selon caprice, moun qui dirige. L'État, fondement c'est la loi, et limite pouvoir l'État, c'est la loi. Donc le Conseil des ministres permet d'être en marge de la Constitution pour y adopter un décret électoral, pour que par la suite, imposer à l'institution électorale là, au CEP, et bien ça, il constitue un accroc constitutionnel, ça, il constitue un obstacle à la réalisation de l'état de droit en Haïti. Deuxième raison qui fait nous dire que le décret électoral ça, que le Conseil des ministres a adopté, est inconstitutionnel, c'est parce que la Constitution 29 mars 1987 là, pas bail aucun pouvoir exécutif, aucun monde qui a exercé pouvoir exécutif en Haïti s'il a respecté la loi. S'il a soumis aux exigences de l'état de droit, il n'est pas capable d'adopter des décrets qui gagnent force de loi. Autre dossier à Métro News, dans le cadre de sa rubrique Vendredi du partenariat, l'Office national de partenariat en éducation ONAPE a réuni des représentants de l'État, de la société civile
et d'organisations non gouvernementales autour de discussions portant sur le système éducatif haïtien. Cette initiative vise notamment à assurer l'alignement des actions des différents acteurs avec les priorités du ministère de l'Éducation nationale ainsi qu'avec les orientations du plan décennal d'éducation et de formation 2020-2030, souligne Stéphanie Poultre. Face aux nombreux défis auxquels est confronté le système éducatif, la directrice générale de l'ONAP appelle à une action concertée et orientée vers des objectifs communs. Écoutons ses propos. L'Office national de partenariat en éducation, l'ONAP, a été créé précisément pour faciliter cette dynamique de partenariat. Notre institution œuvre quotidiennement à rapprocher les acteurs publics, privés, communautaires, nationaux et internationaux, afin de renforcer la complémentarité des interventions et de promouvoir une meilleure gouvernance des actions menées dans le secteur éducatif. Le vendredi du partenariat s'inscrit dans cette vision. Il constitue un espace privilégié où les partenaires peuvent dialoguer, partager leurs expériences, identifier les opportunités de collaboration et construire ensemble des réponses plus adaptées aux besoins réels de notre système éducatif. Nous sommes convaincus que l'efficacité de nos actions dépend non seulement de la qualité des projets que nous développons, mais également de leur capacité à travailler ensemble autour d'une vision commune. L'alignement des interventions sur les priorités nationales n'est pas une simple exigence administrative. Il représente une condition essentielle pour garantir la durabilité, la pertinence et l'impact de nos efforts collectifs. Mesdames et messieurs, l'éducation constitue un secteur stratégique et un vecteur fondamental du développement humain durable, du renforcement du capital humain et de la consolidation de la cohésion sociale. Les enjeux structurels auxquels est confronté le système éducatif haïtien requièrent une approche systémique, intégrée et multisectorielle. Leur prise en charge ne peut reposer sur l'action isolée d'une seule institution, mais exige une mobilisation concertée de l'ensemble des parties prenantes, notamment l'État, les collectivités territoriales, les établissements d'enseignement, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et tant d'autres. Cette dynamique de gouvernance collaborative est indispensable pour assurer la pertinence, l'efficacité, la durabilité et l'impact des interventions éducatives au regard des priorités nationales de développement. En tant que directrice générale de l'Office national de partenariat en éducation, ONAP, je réaffirme l'engagement de cette institution créée pour renforcer la coordination, la concertation et la mobilisation des partenaires du secteur éducatif, à poursuivre sa mission en tant que point focal du partenariat éducatif en Haïti. L'Office national de partenariat en éducation, l'ONAP, continuera d'agir comme catalyseur de synergie, un espace de dialogue et un promoteur de la collaboration entre l'ensemble des acteurs du secteur en vue d'assurer une meilleure harmonisation des interventions et une contribution efficace à la mise en œuvre des priorités nationales en matière d'éducation. Dossier TPS, l'expert en droit migratoire américain Friendly Denis Julien estime que la décision rendue jeudi par la Cour suprême des États-Unis est particulièrement sévère pour la communauté haïtienne. L'avocat souligne que des recours individuels demeurent envisageables. Toutefois, il attire l'attention sur la situation des ressortissants haïtiens présents sur le territoire américain depuis moins de 2 ans, désormais exposés à des procédures d'expulsion accélérées. Suivez l'analyse de Maître Friendly Denis Julien. Évidemment, ce sont des décisions qui sont très dures pour la communauté. Nous avons espéré que le Suprême Court là allé dans l'autre sens, bien que la Cour suprême a décidé depuis et Trump monté, pas autorisé un pilote optimisme, mais nous avons vraiment espéré que tu as parlé dans l'autre direction. Maintenant, qui ça veut dire? Est-ce que tout le monde est pas le mari paquet? Pas forcément, parce que déjà, il y a des gens qui ont recours, et il y a des gens, par exemple, qui ont petit, bon exemple, il y a un client qui a petit, qui fait 21 ans,
Donc, moun sa yo qui c'est ti moun qui fait aux États-Unis, il y a pas le fait résidentiel, gen moun qui marié pas trop longtemps qui a fait résidentiel, gen moun qui leur est entré il y a des années, yo te gen des problèmes persécution en Haïti qui pas jamais fait asile. Donc, la loi permet que de jour TPS fermé jusqu'à 6 mois, yo capable faire asile. Ensuite, ça qui peut arriver même, c'est que sous gain moins de 2 ans dans le pays, ou sujet à déportation expéditive. Donc, au monde qui gagne moins de 2 ans dans le pays, yo capable de prendre, yo mettre en détention et puis pour yo obligé de faire quel que soit application la faire en dans détention. Mais pour tout le monde qui gagne plus de 2 ans dans le pays, il est obligé de déférer devant un juge et le monde arrivé devant le juge là, il parle ouais qui application il a qualifié pour lui et en pile monde qui là depuis 2010 yo, si yo gen yon petit, yon parent ou bien yon époux qui citoyen américain ou bien qui résident, yo capable de faire application créer les cancellation of removal bien que cancellation of removal que en pile monde pas le faire, li rete en bail discrétionnaire et juge yo dans moment là, yo pas vle décevoir administration. Mais on ba m'te vle insister sur lui, c'est qui ça représente comme drame pour Haïti du jour au lendemain ou pral gen des milliers, des dizaines de milliers monde qui pas qu'à travail. Li pral affecter économie américaine dans des états tant que la Floride, et tant que New York, tant que Philadelphie, Pennsylvanie, yo pral très affecté, mais Haïti tout qui reposait sur moun sa yo pour voir l'argent, moun sa yo y a pile nan yo pral perdre capacité pour yo travailler à partir du 1er juillet. Donc ça pral affecter Haïti en pile. Ensuite, il y en a plus gros injustice qui pral découler de décision, c'est le fait que Cour suprême nan, en 1960 te prend décision créée de Fleming Decision et Fleming Decision nan dit que si ou déporté ou perdu sécurité sociale côté accumulé aux États-Unis, or tout le monde qui était là en 2010 yo majorité nan yo qualifié jodi a pour ta recevoir pension ça sécurité sociale ça et ben yo tout depuis yo déporté yo et a fini par perdu bénéfice ça que yo accumulé, c'est ça va en très grande injustice à une très très grande échelle. Pour refermer la page nationale de Métro News parlant météo, l'unité hydrométéorologique annonce une hausse des températures en Haïti jusqu'au 27 juin. Cette situation est liée à l'influence d'un régime anticyclonique ainsi qu'à une forte concentration de poussière saharienne. Dans son bulletin couvrant la période du 25 au 27 juin, l'UHM prévoit des températures maximales comprises entre 32 degrés Celsius et 36 degrés Celsius. Le pays connaîtra un temps chaud, sec et brumeux au cours des prochains jours. L'institution précise toutefois que des averses isolées pourraient survenir en fin d'après-midi et en soirée dans certaines régions. Face à cette vague de chaleur, l'UHM recommande à la population de s'hydrater régulièrement, d'éviter les expositions prolongées au soleil et de redoubler de vigilance à l'égard des enfants, des personnes âgées ainsi que des personnes souffrant de maladies chroniques. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Voici le rappel des principaux titres à la une. Des juristes et universitaires expriment leurs préoccupations concernant le processus électoral en cours à l'occasion d'une journée de réflexion organisée ce vendredi par le Bureau de consultation et de recherche en logistique. La tenue simultanée du référendum constitutionnel et du premier tour des scrutins figure parmi les principaux points soulevés. Après la décision rendue jeudi par la Cour suprême des États-Unis, l'expert en droit migratoire Friendly Denis Julien appelle à la vigilance. S'il rappelle que certains recours demeurent possibles, il souligne les risques d'expulsion massive pour plusieurs ressortissants haïtiens. Également à la une, l'unité hydrométéorologique met en garde contre une vague de chaleur qui affecte plusieurs régions d'Haïti jusqu'au 27 juin. Les autorités recommandent à la population d'adopter des mesures de prévention afin de limiter les risques liés aux fortes températures. Voilà ce qui met fin à cette édition de Métro News. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Métropole car nous vibrons au rythme du mondial. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.